La fiche outil numéro 4 vous présente la démarche d'étude d'un cas clinique, c'est-à-dire l'ensemble des étapes qui se succèdent du développement d'une maladie à son identification par le personnel médical et à la mise en place de traitements adaptés. Dans un premier temps, sous l'effet de divers facteurs de risque, une pathologie, c'est-à-dire une maladie, peut se développer. Ces facteurs de risque peuvent être liés à l'individu lui-même. On parle alors de facteurs endogènes. C'est un mot que l'on peut décomposer. Endo signifie à l'intérieur et gène signifie qui provoque. Il peut s'agir de facteurs héréditaires, de facteurs liés à l'âge ou de facteurs liés au sexe. Puisque ce sont des facteurs liés à l'individu, on ne peut pas agir dessus pour diminuer le risque d'apparition d'une maladie. Ce sont des facteurs inévitables. D'autres facteurs de risque existent. Cette fois, ils sont liés à l'environnement et au comportement de l'individu. Ce sont des facteurs exogènes, exo signifiant à l'extérieur. Les facteurs de risque exogènes que nous rencontrerons sont par exemple le tabac, l'alcool, le stress. Ces facteurs sont modifiables, c'est-à-dire qu'on peut les supprimer ou diminuer leur influence pour diminuer le risque d'apparition d'une maladie. Par exemple, un individu qui ne fume pas de tabac n'est pas exposé à ce facteur de risque et la probabilité qu'il développe un cancer du poumon est inférieure à celle d'un individu qui fume. Enfin, une pathologie peut se développer par hasard, c'est-à-dire sans lien avec des facteurs de risque connus. Nous avons donc un individu qui présente une pathologie. Cette pathologie va se révéler par des symptômes, c'est-à-dire des troubles que l'individu va ressentir et qui vont le pousser à consulter un médecin. Démarre alors la démarche diagnostique, c'est-à-dire l'ensemble des étapes suivies par l'équipe médicale pour poser le diagnostic. La démarche diagnostique est partagée en une étude clinique et une étude paraclinique. L'étude clinique correspond à tous les examens réalisés dans le cabinet médical et donc par le médecin. Cette étude clinique débute par un interrogatoire au cours duquel le médecin interroge son patient sur les raisons pour lesquelles il se présente à lui. Il va par exemple lui demander son identité, lui demander de décrire la raison pour laquelle il consulte, depuis quand les symptômes sont apparus. Il va l'interroger sur ses habitudes de vie. Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il boit de l'alcool? Est-ce qu'il pratique une activité physique? Il va également lui demander s'il y a des antécédents familiaux ou si le patient présente des allergies ou suit un traitement médicamenteux. Le médecin procède ensuite à l'examen physique. C'est la deuxième étape de l'étude clinique. L'examen physique se décline en 4 étapes qui sont l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Lors de l'inspection, le médecin observe l'aspect du corps du patient et principalement de sa peau. Il peut mettre en évidence une maigreur, mais aussi des symptômes tels qu'une cyanose, c'est-à-dire une coloration bleue de la peau, des marbrures, une coloration jaune de l'œil, ce qu'on appelle une jaunisse ou un ictère. Lors de la palpation, il touche le patient afin d'estimer la taille, la texture, la souplesse des organes. Le médecin peut, par exemple, mettre en évidence une grosseur des ganglions lymphatiques qui révèle une réaction immunitaire. Lors de la percussion, le médecin va frapper des zones du corps avec l'extrémité de ses doigts et écouter les bruits produits afin de distinguer des masses solides qui ne résonnent pas et des structures creuses remplies d'air qui résonneront. Lors de l'auscultation, le médecin écoute avec un stéthoscope ou directement à l'oreille les bruits produits par les organes du corps, comme par exemple par le cœur, les poumons, le tube digestif. On peut ainsi révéler un trouble du rythme cardiaque ou des râles crépitants, signe d'un problème pulmonaire. L'auscultation inclut également la mesure de la pression artérielle. À l'issue de l'étude clinique, le médecin a recueilli un ensemble de symptômes appelés des signes cliniques. Toutefois, ces signes cliniques ne suffisent pas toujours à diagnostiquer une maladie. Le médecin prescrit alors des examens paracliniques, c'est-à-dire des examens qui impliquent que le patient se déplace dans un laboratoire spécialisé. L'étude paraclinique correspond donc à l'ensemble des examens complémentaires qui sont prescrits aux patients. Il peut s'agir d'examens d'imagerie médicale,
comme la radiographie, la scanographie, l'IRM, l'échographie et la scintigraphie. Ces examens permettent d'avoir des images anatomiques ou fonctionnelles du corps. Les examens complémentaires peuvent être des examens avec enregistrement graphique, comme la spirométrie, l'électrocardiogramme et le Doppler. Des examens biologiques peuvent également être prescrits. Il peut s'agir d'examens biochimiques, lors desquels on va doser telle molécule chimique dans un liquide comme le plasma ou l'urine. Il peut s'agir également d'examens microbiologiques, au cours desquels on va identifier un micro-organisme responsable d'une pathologie ou déterminer l'antibiotique le plus efficace à administrer dans le cadre d'un traitement. Les examens hématologiques consistent à étudier les cellules sanguines, la racine hémato voulant dire le sang, et les examens immunologiques permettent de rechercher des anticorps, des antigènes pour dépister une maladie comme le cancer ou pourquoi pas la Covid-19. Enfin, l'étude clinique inclut l'examen anatomopathologique. Celui-ci consiste à réaliser des prélèvements d'organes ou de tissus afin d'observer à l'œil nu puis au microscope les modifications provoquées par la maladie. C'est un examen utilisé pour diagnostiquer un cancer avec certitude. À l'issue de l'étude paraclinique, l'équipe médicale a recueilli des signes paracliniques qui, en s'ajoutant aux signes cliniques révélés par l'étude clinique, permettent d'établir un diagnostic, c'est-à-dire de nommer précisément la maladie dont souffre le patient. La maladie étant identifiée, on peut alors prescrire un traitement. Ce traitement peut être un traitement curatif, c'est-à-dire qu'il guérit le patient en supprimant la cause de la maladie, un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'il va diminuer ou supprimer les symptômes, ou un traitement palliatif, dont le but est de ralentir l'évolution de la maladie et de diminuer la souffrance des patients qui sont atteints d'une maladie incurable, dont on ne guérit pas. Les traitements peuvent être de 4 types, les traitements médicamenteux, comme la prescription d'antibiotiques, d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, les traitements chirurgicaux, comme l'ablation d'une tumeur cancéreuse, les traitements de physiothérapie qui permettent aux patients de retrouver ses capacités physiques en utilisant diverses techniques comme l'électrothérapie, l'hydrothérapie, la thermothérapie, la thérapie manuelle, les massages. Enfin, les traitements peuvent être hygiéno-diététiques, c'est-à-dire qu'ils agissent sur l'hygiène corporelle, le mode de vie, l'alimentation du patient. Les traitements hygiéno-diététiques peuvent être de pratiquer une activité physique ou de rééquilibrer son alimentation.